Et donc, du coup, Jean-Luc, est-ce que tu peux te présenter aussi et ensuite on rentrera plus dans le vif du sujet. Merci, bonjour à tous. Donc Jean-Luc Cousineau. Donc moi j'ai un double parcours. J'ai un parcours dans les travaux publics pendant 15 ans en tant qu'ingénieur qualité et méthodo, et ensuite un parcours quasiment similaire, on dure un petit peu plus longtemps même, dans le secteur médico-social en tant que directeur adjoint, puis directeur général d'une association qui avait pour objet de travailler donc l'accompagnement des personnes précaires et malades. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, je suis un jeune beau retraité qui passe son temps à continuer à réfléchir sur ce sujet-là et en même temps à faire des évaluations dans le cadre du nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé, où je me balade un peu partout en France pour évaluer des structures médico-sociales et surtout aussi pour garder un pied à terre sur la difficulté du terrain aussi. Voilà, et donc il y a 7 ans, avec l'association Cordia, nous avons déjà à l'époque commencé à imaginer un outil d'aide à l'accompagnement des personnes précaires et malades. Depuis 7 ans, l'outil a pas mal évolué, mais très rapidement, je peux en parler si Andrea, vous êtes d'accord, pour le présenter tout de suite. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet donc plusieurs choses. La première, c'est de faciliter la coordination thérapeutique, puisque quand on accompagne une personne, eh bien, il y a plusieurs métiers et le travail en silo, tout le monde est contre, mais sur le terrain, tout le monde a du mal à opérer la transversalité. Accompagner une personne, c'est aussi prendre en compte plusieurs facteurs. C'est multifactoriel, son histoire, ses besoins, ses capacités, ses forces, son environnement. Donc l'approche multifactorielle est à prendre en compte. Et en fait, dans cet outil, l'idée était de travailler en équipe, déjà, pour faire converger les données, et aussi associer la personne à la construction de son parcours dans le cadre de la structure médico-sociale Cordia, à la gestion des appartements de coordination thérapeutique. L'idée, c'était donc d'associer la personne à la co-construction de son parcours. Et là, on a mis en place un outil numérique qui n'est pas, à cette époque-là, euh, pas du tout proche de l'intelligence artificielle, mais plutôt, comme le disait Antoine, proche de la gestion de données basiques. Nous avions intégré à l'époque un petit outil, un petit algorithme qui permettait de faire varier le poids du besoin en fonction d'un intervalle de temps qui passe. Là, on commençait à rentrer un peu dans la donnée mathématique, mais ce n'était pas l'objet principal. L'outil était donc faciliter la convergence de données, co-construire le projet personnalisé en prenant les forces de la personne, ses besoins et les causes de sa problématique. Voilà en gros l'idée. Depuis, l'outil a fait son chemin. Il a été modifié à plusieurs reprises avec l'aide donc des résidents eux-mêmes qui sont revenus à la charge en disant oui, mais non, mais bien sûr, pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça. Donc, ils ont participé à l'évolution de l'outil. Et cet outil aujourd'hui est toujours utilisé au sein de l'association Cordia pour l'instant. Et l'outil a pour vocation, en tout cas aujourd'hui, à faciliter la communication entre les personnes, en plus de tout ce que je viens de vous dire, puisqu'il y a des connexions nouvelles maintenant. Quand un besoin est identifié, automatiquement, il arrive sur l'iPhone du mail de la personne accompagnée, etc. Et des petits gadgets qui facilitent la progression de l'outil. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Une sorte d'antichambre un peu de l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et peut-être juste pour préciser, est-ce que vous avez vu des changements dans la façon de travailler ou les relations qui ont changé avec l'implémentation de l'outil au fur et à mesure que vous avez ajouté des choses? Oui, changement parfois dans la douleur, parce que on le verra peut-être tout à l'heure, mais l'intelligence artificielle, c'est une série de règles de raisonnement mathématique. Et quand vous intégrez un raisonnement précis dans l'accompagnement des personnes, notamment avec des professionnels qui n'ont pas l'habitude d'avoir des raisonnements méthodologiques, je vais prendre un exemple concret. C'est-à-dire que imaginez que le besoin de la personne, c'est apprendre à faire des courses avec un budget contraint. C'est souvent un cas concret d'école. Quand on parle d'apprentissage, le soignant va avoir des choses, le travailleur social va avoir des éléments et le psychologue va avoir d'autres éléments. Et donc, quand on dit apprendre à faire des courses, quelles sont les solutions? Donc, on va checker les solutions avec la personne. Hypothèse, hein, faire un stage d'apprentissage,
on va avoir apprendre avec des pairs, un soutien de père aidant, et puis, prenons le troisième exemple, apprendre avec un travailleur social. Et à chaque fois, on va repérer les contraintes par les contraintes possibles pour le sujet. Si on prend par exemple faire un stage, la contrainte doit être souvent, ça c'est du concret que je vous raconte, ça va être la notion de mémoire. Je n'ai pas de mémoire, j'ai du mal à apprendre. Ça va être la contrainte potentielle. Et après, on va travailler les critères nécessaires à l'apprentissage. Critères, donc on va mesurer avec la personne ses capacités d'apprentissage, les possibilités de mettre en pratique tel ou tel acquis. On va regarder sa capacité de mémoire à retenir telle ou telle chose. On va donc avoir plusieurs critères, travailler avec elle, et on va également, avec elle, choisir le poids du critère. On va essayer avec elle de repérer le critère le plus important. Et enfin, il va pouvoir faire son auto-évaluation par rapport aux critères repérés, et on va avoir un ratio de performance potentiel. Donc, j'ai fait très court, ça mériterait un développement plus long, mais tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle, l'approche mathématique et rigoureuse, est une approche un peu nouvelle dans les mécaniques, j'utilise le mot volontairement mécanique, d'apprentissage, d'accompagnement des personnes, où l'intelligence du cœur, l'empathie est évidemment nécessaire, mais l'intelligence artificielle ou l'algorithme ou l'outil numérique vont intégrer des notions plutôt de rigueur logique, et ces règles de raisonnement sont perturbantes, et c'est pour ça que ça a été difficile à mettre en œuvre. Et paradoxalement, dans l'histoire, ce sont plutôt les usagers, les personnes concernées par l'outil, qui ont été force de proposition, beaucoup plus que les professionnels. Parce que instinctivement, ils y sont allés en disant, ben oui, mais non, mais si, pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça. Avantage, puisque l'outil est accessible 24 heures sur 24 via une plateforme numérique, etc. Donc les usagers, les personnes accompagnées, ont été beaucoup plus moteurs que les professionnels. Et je l'explique surtout par cette réticence à intégrer de la logique rigoureuse mathématique dans l'accompagnement. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Et aujourd'hui, l'outil a du mal à évoluer tout seul. Il faut encore l'accompagner, il faut encore former les professionnels, il faut encore travailler cette logique mécanique et de hiérarchisation, de choix multifactoriels, etc., etc. Ok. Donc, c'est pas une question de mettre en place l'outil et que ça vit sa vie, mais il nécessite un accompagnement de toutes les façons, une évolution au fur et à mesure. Ça nécessite une évolution et surtout, ça nécessite un jonglage de données, les besoins, les causes du problème, les besoins du problème, les forces de la personne. Et déjà, quand vous faites vous prenez ces trois paramètres, vous avez donc une nécessaire convergence de données à mettre en place et notamment à hiérarchiser pour ensuite travailler les moyens à mettre en œuvre. Moyen numéro un, moyen numéro 2, moyen numéro 3. Et c'est là que le numérique intervient puisqu'il y a tellement de données dans l'accompagnement d'une personne que la machine, voire l'intelligence artificielle, pourrait à terme nous aider à hiérarchiser et ensuite à proposer différentes options à mettre en œuvre. Ouais, super, merci. Du coup, Antoine, un peu les mêmes questions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton projet, ce que c'est, l'utilisation des intelligences artificielles que vous avez mis en place et ce que ça a changé au niveau du travail? Oui, alors je vous ai déjà dit que j'étais moi-même patient. Je suis effectivement donc atteint d'une maladie chronique diagnostiquée en l'occurrence tôt dans mon enfance, qui m'a amené à me construire au fur et à mesure et massivement à l'améliorer, un cadre de vie qui tienne compte de mes problématiques de santé. Sauf que il y a quelques années, j'ai connu malgré ça une évolution considérable de ma maladie à cause d'une crise qui n'avait pas été détectée à temps. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser particulièrement au potentiel du numérique pour l'amélioration de ma propre qualité de vie et de ma santé sur le long terme. Ce que je vous ai pas encore dit, par contre, c'est que je suis aussi aidant de ma femme et associée, Clara, qui est elle aussi patiente d'une autre maladie chronique, rare, complexe. En l'occurrence, on a vécu en 2022 un épisode assez éprouvant dû à sa pathologie à elle. Ce qui s'est passé, c'est que alors qu'elle était déjà diagnostiquée, son état de santé s'est brutalement dégradé avec des crises aiguës de douleur qui ont duré plusieurs mois et qui l'ont laissé totalement immobilisée. Et donc, on a fait face ensemble et en l'occurrence, on a essayé dans cette situation d'appliquer la même méthode que j'ai construite vis-à-vis
d'années d'expérience avec la maladie et en lien avec le numérique aussi, et qu'on a construit et renforcé pour essayer de trouver des solutions entre guillemets par nous-mêmes et notamment documenter ce qui se passait pour apporter de la donnée structurée et de la donnée qui serve notamment derrière dans une relation médicale. Donc au début, c'était simplement avec des bouts de papier par-ci par-là, des échelles, certaines qu'on avait récupérées, qui sont des échelles validées médicalement, etc. Et puis d'autres qu'on s'est construit au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure, de manière un peu plus structurée, avec différents outils utilisés pour l'occasion, même si ça consistait souvent à faire rentrer des carrés dans des ronds, mais on a essayé de s'adapter et de construire au fil du temps. Et en tout cas, à la fin, c'est ce qui nous a permis, au bout de quelques semaines au final, d'identifier nous-mêmes un certain nombre de schémas qui se reproduisaient et d'éléments déclencheurs à l'origine des symptômes, notamment en relation avec l'évolution de ce qu'on appelle l'exposome, donc c'est-à-dire euh, toutes les composantes environnementales, comportementales, sociales qu'il pouvait y avoir et qui favorisaient ou réduisaient justement le déclenchement de ces symptômes. Et du coup, dans un second temps, quand on a confronté toutes ces données qu'on a pu récupérer avec un médecin spécialiste qui a pris le temps de prendre en considération ces données et avec qui on a eu un long échange sur justement ces schémas qui se reproduisaient, etc. C'est ce qui nous a permis de diagnostiquer au final beaucoup plus vite le problème et d'arriver à trouver des solutions, et aujourd'hui une solution plus durable et pérenne. Et en l'occurrence, c'est pour ça que, donc à la suite de cet épisode personnel, au final, on a décidé de créer ensemble WeBrave pour documenter d'une part cette méthodologie de vie avec la maladie chronique. On s'est intéressé avant tout à la transversalité dans la maladie chronique, c'est-à-dire quels sont les points communs entre un patient avec une mucoviscidose, avec une maladie chronique de la douleur, avec un diabète, enfin, peu importe, quels sont les points communs dans la vie avec la maladie et comment, à travers du coup des méthodes et des solutions concrètes, dont le numérique fait partie, on peut finalement arriver à gagner en pouvoir d'agir pour améliorer soi-même sa propre qualité de vie et en plus d'apporter un outil de support, de relation de soins au moment d'être en interaction avec une équipe médicale. Voilà, sachant que, alors pour préciser par rapport à l'aspect algorithme et intelligence artificielle, en fait, enfin, je pense qu'on va en reparler, mais ce qui compte, c'est aussi la façon dont la donnée est structurée derrière. Et du coup, nous, aujourd'hui, on génère un certain nombre de données qui ne sont pas générées ailleurs, que ce soit dans un parcours de soins, ou dans un hôpital, ou etc. Et l'idée, c'est d'utiliser cette donnée-là pour favoriser l'entraînement de modèles qui, eux, derrière, pourront prendre en considération ces données qu'on appelle de vie réelle. Super. Et donc, du coup, est-ce que tu as des exemples aujourd'hui de l'utilisation de ces données, de comment des données qui sont. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur les données qui rentrent et Ouais. comment ça peut être utilisé derrière? Je peux donner quelques exemples très concrets, mais en l'occurrence, on s'est rendu compte, après quelques semaines, on va dire, à vivre le problème et à documenter le problème, que de manière assez systématique, la veille d'un passage aux urgences pour cause de crise de douleur à 9-10 qui faisait que c'était invivable, il y avait eu la veille donc une activité physique au niveau des jambes plus conséquente, mais quand je dis plus conséquente, en l'occurrence à l'époque, ça devait être entre 800 et 1000 pas. Donc, 800 000 pas, c'est très peu, hein. On les fait extrêmement rapidement et on ne s'en rend pas compte. Mais en l'occurrence, quand on était à 300, 400 pas, c'est-à-dire que globalement, elle bougeait quasiment plus du tout, en fait, la situation pouvait être tenable de cette façon. Par contre, dès qu'il y avait de nouveau un peu plus d'activité, ça redéclenchait tout de suite les douleurs. Et ce genre de schéma-là, l'idée, c'est de pouvoir favoriser leur détection, entre guillemets, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau
l'alimentation, au niveau de la prise de médicaments aussi, des effets secondaires potentiellement de traitement, et de mettre ça en corrélation avec justement ce qui se passe dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, l'apparition de symptômes, le déclenchement de, voilà, je parlais des crises de douleur, mais que ce soit d'autres choses. Moi, en l'occurrence, ça a été des hémoptysies à l'époque. Voilà, c'est ce sur quoi on travaille. Et l'idée, par contre, c'est de permettre aux personnes de pouvoir les faire soit elles-mêmes, soit accompagnées par des équipes, justement, à ce nouveau processus.